Très heureux de vous savoir encore en forme ce matin sur Canal, je voulais dire, Congo Média Libre 13 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et de votre fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous sommes là pour vous servir encore tous les jours. C'est un jour nouveau à CML 13 Télévision. Bienvenue encore une fois. Nous sommes exactement mercredi 9 février 2022. Nous voulons parler de la traçabilité de nos minéraux, le minerai du peuple congolais, les minéraux de la République démocratique du Congo, à la base de plusieurs divisions avec le cacique du régime de Félix Tshisekedi. On a parlé ici de Kabound, d'autres questions, bien évidemment, ont été citées, mais le minerai comme faisant partie des questions qui ont terrassé Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'arrestation de François Beyadi Fantomas. Kassongo Mbayamba parle hier à travers une communication présidentielle des indices sérieux de culpabilité à l'atteinte ou portant atteinte à la sûreté de l'État. Mais là, le minerai a encore été cité dans les dossiers. Encore une fois, on veut annoncer l'arrestation du député national Josué Moufoula. J'y vais à Goma. On est en train de parler de plusieurs contours dans le dossier. Certains parlent aussi de contact avec les groupes armés, mais la version qu'on a ici ce matin, il faut le noter, c'est qu'il a été arrêté à partir de l'aéroport pour une question qui relève simplement de service. On est en train d'enquêter. Il paraîtrait qu'il a porté atteinte à l'armée de notre pays. Il est en train d'être jugé en procédure de flagrance parce qu'il jouit des immunités comme député national déjà à Goma sur instruction du gouverneur militaire. Qu'adviendra-t-il pour la suite des arrestations qui se suivent en République démocratique du Congo? On l'avait annoncé, il reviendra à 15h ici. Il s'appelle Jean Goubal Kalala, il est au numéro de 15h, au premier numéro de 12h. Aujourd'hui 30, à Semel, on reçoit Benoît Yolama. Bienvenue. Merci pour l'invitation, M. Jean-Louis. Lui France. Toujours kabiliste ou non? Je le suis. Vous l'êtes toujours? Je le suis. Vous le serez toujours? Je le suis encore et je le serai. Ah bon? Oui. Mais vous savez la particularité dans cette affaire est que les gens qui ont bénéficié de Kabila sont partis. Mais ceux qui n'ont rien bénéficié de Kabila en termes d'ordonnance, de pouvoir, sont restés fidèles. Vous justifiez cette magie politique de quelle manière? C'est un problème de conviction. Et lorsqu'on entre en politique, on entre avec sa foi. Et même sans argent, lorsqu'on a la foi, on peut bien vivre. Et ce qui importe pour moi, c'est le Congo. J'ai accepté le président Kabila. Je ne l'ai pas accepté puisqu'il avait des fonctions d'État, mais puisqu'il symbolisait la gauche congolaise. Et il représentait la dynamique des nationalistes, depuis Lumumba jusqu'à Mouzé. Et donc le choix n'a pas été un choix du hasard, et moins encore un choix financier. C'est un choix purement idéologique et un choix en tout cas. Vous regrettez de n'avoir rien bénéficié de tout le temps de Joseph Kabila, ou ce que vous appelez particulièrement des opportunistes ont tout bénéficié mais ont traversé tout de suite. Mais vous restez, mais quand vous restez avec votre conscience, Benoît Yolama, vous vous dites quoi? Oui, mais je reste puisque je vois que au travers la dynamique que le président Kabila a imprimée au Congo, et aussi à partir de ma foi, j'estime que les choses vont changer. Et si c'était simplement question de poste de fonction, je crois que je serai le tout premier à traverser, puisque j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais au moins, je démets kabiliste, nationaliste, lumumbiste, et un véritable lumumbiste, et je peux me dire lumumbama par rapport aux autres. Comment va Joseph Kabila? Il va bien, il a eu des petits soucis après l'accident. Il est parti se soigner en Afrique du Sud pour un diagnostic complémentaire. Et vous l'avez vu, mais sur les réseaux sociaux, il est là. Peut-être d'ici la dernière fois que vous aviez parlé avec lui, date de quand? Oui, je crois que le dialogue et l'échange avec le président Kabila, c'est plus d'une année. Plus d'une année? Oui. Vous n'avez plus parlé avec Kabila? Certainement. Et vous demeurez kabiliste? Mais je le suis. Ce n'est pas le fait de parler avec lui qui a fait de moi kabiliste, non.
C'est un problème de conviction, un problème de foi par rapport aux autres qui sont, je dirais entre guillemets, des épicuriens, les gens à la recherche du gain facile. Merci beaucoup. C'est tout. Benoît Yolama, vous avez un poste, non? Mais un poste, non, oui, j'en ai. Comment je peux pas... C'est comment votre poste, non? Mon poste, non, c'est Pungé. Pungé. Oui. Ça signifie quoi, Pungé? C'est un peu sifflé, mais dans d'autres langues, je ne sais pas qu'est-ce que cela dirait. C'est le nom qu'a porté mon défunt papa, que je me suis aussi donné par le fait de l'authenticité. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Alors, je suis avec Nathan Kianza. Bienvenue, Nathan, à cette émission d'aujourd'hui. Bonjour, merci. On a deux numéros aujourd'hui. Tout à l'heure, à 15h, on est Jean Goubal Kalala. Aujourd'hui, tout à l'heure, et sur le plateau, on est avec Benoît Yolama. Oui, nous sommes des Ticotac le même jour. Nous sommes obligés à servir le téléspectateur de CML 13 Télévision et nous sommes là pour eux. Et nous leur assurons que l'émission avec Jean Goubal Kalala est prévue pour 15h, comme vous l'avez dit. Alors, bienvenue à Benoît Yolama, les kabylistes. Merci beaucoup. Alors, l'émission démarre. Benoît Yolama, nous voulons d'abord parler de la problématique sur la traçabilité de nos minéraux. Le cacique qui part aux côtés de Félix Tshisekedi, on parle toujours de minéraux. Avec Kamere, on a cité les dossiers des minéraux. Avec Kabound, on a cité les dossiers des minéraux. Avec François Beya, on cite les minéraux. Avec tel, on cite les minéraux. Et même la famille du président de la République est citée dans ces dossiers de minéraux. Vous, en tant que nationaliste, d'abord, le minerai qui devrait servir le peuple congolais à être vendu légalement, conformément aux conventions internationales, servir les pays, enrichir les pays, les minéraux servent les individus, où chaque individu qui est aux côtés de Tshisekedi est reproché des minéraux. La famille est reprochée des minéraux. Quelle est votre lecture particulière dans ça? Une question très importante. Mais la première chose, c'est que je dois condamner cette pratique de prédation qui est en train de s'installer au sein de ce pouvoir que nous avons aujourd'hui. Nous pensions que M. Tshilombo Tshisekedi allait changer les choses au pays. Vous pensiez? Oui, nous pensions. Et nous disions peut-être qu'il pourrait imprimer un nouveau comportement, mais au regard des faits actuels, nous sommes très déçus. Et même l'opinion publique congolaise est très déçue. Vous l'avez entendu, quand on a fait allusion à son bilan, c'est presque tout le monde qui parlait du négatif, du véritable négatif. Et en ce qui concerne les matières premières, depuis la guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est une nuance qu'il faut absolument faire. Il y a l'implication des multinationales, les sociétés dites internationales, qui sont plongées dans la guerre, qui ont créé la guerre avec les démocrates américains, Bill Clinton, Madame Albright et les autres. Et d'autres États se sont associés, notamment la Grande-Bretagne, la Suède, même l'Afrique du Sud, le Canada, ainsi que certains États qui d'une manière ou d'une autre, ont eu à mettre la main sur le minerai congolais. Et ce qui a fait que le Congo a connu la guerre, à part la guerre que nous avions considérée comme étant une guerre de libération, nous avons connu la deuxième guerre qui a été déclenchée ici à Kinshasa le 2 août 1998 par ceux-là qui étaient censés être des Congolais. Et cette guerre a permis aux étrangers, a permis au Rwanda, qui avait tout l'appui des démocrates, de faire en tout cas les affaires au Congo sans les Congolais. Et la plupart du temps, les minéraux quittent le Congo, soit en bord des jeeps de la MONUSCO, depuis que la MONUSCO est arrivée, c'est un moyen par excellence pour le fraudeur, le voleur, le prédateur, de faire traverser les minéraux vers le Rwanda ou l'Ouganda. Et vous allez constater qu'à Kigali, il y a des usines qui s'installent pour le traitement des minéraux. Pas les minéraux qui sont produits au Rwanda, mais ce sont des minéraux qui sont produits en RDC. Donc, la RDC produit les minéraux, le Rwanda transforme et vend. Donc, c'est comme si nous sommes producteurs, mais les vendeurs, c'est un autre État, les jouisseurs, c'est un autre État, et en ce moment, nous nous appelons encore État? Non. Le Kigali se présente comme un producteur, pendant que sous son sous-sol, il n'a pas ses minéraux. Oui, mais c'est comme ça qu'on se pose la question si on est encore État. Bon, on est encore État puisque nous gardons encore les caractéristiques d'un État. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est au niveau théorique. Oui, mais nous avons encore un État, bien que celui-là
que nous Parce pensions que être les chefs Benoît d'État Yolama, de tous les attendez, Congolais. moi, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur cette question. Vous produisez, mais vous ne consommez pas. Vous ne vendez pas. Vous ne transformez pas. Vous n'en jouissez pas. Vous n'en bénéficiez pas. Mais vous vous appelez toujours État. L'État, vous restez au niveau de la définition conceptuelle ou scientifique, ou l'État au niveau existentiel. Oui, et je crois que sur tous les deux plans, l'État existe. Bien que nous avons des faiblesses au niveau de la gestion des affaires de l'État. Très bien. Mais l'État existe. L'État est là. On ne peut pas nier l'existence de l'État. Sinon, nous n'aurions jamais eu d'émission avec vous sur ce plateau. Et la chaîne ne s'appellerait même pas ce qu'elle s'appelle aujourd'hui. Donc, il y a un État qui existe, bien qu'on l'a affaibli par le fait de la guerre, mais aussi par la très mauvaise gestion de M. Tshilombo Tshisekedi. L'État existe, l'État est là. Si nous avons un debout congolais plus qu'il y a un État, si nous disons 2 345 000 km², c'est plus que l'État est là. Si nous disons qu'il y a encore un président républicain, c'est plus qu'il y a un État, il y a une autorité, quelle que soit sa forme. Mais nous ne pouvons pas supporter que les États étrangers, principalement le Rwanda, où son chef est devenu l'ami personnel de M. Tshilombo, qui continue à piller. Et Kagame, on lui scelle à plus de 14 groupes rebelles, entre parenthèses, qui l'entretiennent à l'Est et qui sont des chasseurs de minerais sur le sol congolais. Bon, à votre entendement, les problèmes de minerais du Congo, c'est nous-mêmes, c'est les présidents, c'est le gouvernement, c'est le peuple, c'est l'armée, ce sont les services de sécurité, ou qui a la première responsabilité de la sécurisation de minerais du peuple congolais? Ça, c'est de 1. De 2, qui a la compétence exclusive de faire revenir le droit de veto sur la vente de minerais du Congolais au Congolais lui-même? Il faut d'abord exclure la population dans cette affaire. Il n'y a rien qui concerne la population. La population est victime du comportement du gouvernant. C'est l'État, c'est le pouvoir public qui doit sécuriser les matières premières, même si elles pouvaient être transformées sur le plan local. C'est le pouvoir public qui a l'obligation de sécuriser l'ensemble du territoire national. Mais lorsque ce même pouvoir est dans l'anarchie, un pouvoir de la honte qui n'a même pas d'oreilles et des yeux, il n'entendait absolument rien. Donc c'est l'État qui est responsable, parce que ce n'est pas un particulier. On ne demanderait pas au DG l'UFRANS d'aller sécuriser les minerais. Vous ne pouvez pas le faire, puisqu'il y a... C'est l'État qui est doté de mécanismes. Les mécanismes ont été mis en place, je crois, depuis la conférence des États des Grands Lacs. On a eu un système qui était planifié, par exemple pour le cas des diamants, pour que les diamants quittent le Congo soient vendus au niveau de la Belgique. Ces diamants doivent avoir des documents qui sont prévus dans le mécanisme qui avait été prévu. Et lorsque les documents n'accompagnent pas ces minéraux, c'est les diamants principalement, ces diamants sont censés ne pas être vendus sur le plan international. Donc, maintenant, selon vous, l'anarchie de nos minéraux a commencé avec Tshisekedi ou depuis Kabila? Et la deuxième question, depuis que vous êtes resté au pouvoir pendant 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour sécuriser les minéraux? Parce que nous les savons, le même pratique que vous déplorez. Avec énergie d'ailleurs que j'encourage, c'est Tshisekedi, il y en avait autant chez Kabila. Oui, mais la différence, c'est qu'avec le président Kabila, le premier travail qui a été fait, c'est de pacifier d'abord le territoire national pour empêcher l'hémorragie de continuer à exister, la fuite des minéraux du sol congolais. Et nous avions par moment souhaité barrer la route, mettre même un mur entre Kigali et Kinshasa et le Congo pour que nos minéraux ne traversent plus. Mais je voudrais faire une parenthèse, parce qu'il n'y a pas de responsabilité de ceux-là qui sont appelés, qui forment aujourd'hui la communauté internationale. La MONUSCO parmi les mafiateurs et ceux qui complotent pour exporter les minéraux. Je vous donne quelques éléments à ceux qui nous suivent. Kigali a lui-même, je l'ai dit, plus de 14 groupes rebelles qui exploitent le Congo. Ça, c'est depuis le temps que Joseph Kabila est au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Et nous avons réduit cela. Mais quand nous arrivons au dialogue intercongolais, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suède, même l'Afrique du Sud qui nous avait reçus. Vous n'avez pas répondu à ma question.
Je suis en train de répondre à votre question, monsieur Louis-France. Oui. Ce sont ces États-là qui ont demandé d'abord que nous ayons un code minier qui a bradé les ressources congolaises. Et le code minier a été donné aux Congolais. Ni opposants, ni gouvernants n'avaient réagi à ce code minier. Et c'est comme ça que toutes les structures... Tout le monde s'est invité. Toutes les structures qui ont des amis à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à Washington, à Toronto, toutes les bourses ont profité des minéraux congolais sans parfois y payer grand-chose. C'est ce que nous avons connu. Ça, c'est un élément très capital. Mais il s'est mêlé, entre autres, la présence de nos militaires. Certains de nos militaires ont trafiqué de milliers de tonnes de minéraux, mais aussi des politiques. Et ce qui arrive aujourd'hui, tout de suite arrivé au pouvoir, c'est le président Chilombo qui demande qu'on puisse revoir les contrats miniers. Alors, on a revu... Je peux reposer ma question. Je disais ceci. Je suis en train de répondre à votre question. Oui, j'ai compris. Vous avez formulé 3 éléments. Non, moi je voudrais revenir. Apparemment, il y a un élément qui a échappé, le premier d'ailleurs. L'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays. L'insécurité de nos minéraux. Le bradage de nos minéraux a commencé sous Tshisekedi, ou c'est depuis sous Kabila, ou qu'est-ce que Kabila a fait pour sécuriser nos minéraux que Tshisekedi n'a pas pu maintenir? C'est ça ma question. J'ai déjà répondu à une grande partie de la question. Je vous ai dit que la situation que nous vivons, c'est une situation qui date depuis des années. Et je vous ai montré qu'il y a eu l'implication de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avec la communauté dite internationale qui ont permis que de tous ceux qui sont capables de voler viennent voler nos minéraux par le truchement du code minier qu'on nous avait imposé. Et la condition était, si vous voulez l'unité du Congo, vous devez accepter ce code minier. Si vous ne l'acceptez pas, il n'y aura pas d'unité du Congo. Ça, c'est le deuxième élément de réponse que j'ai donné. Le troisième élément de réponse, je vous ai fait voir, ou j'ai fait voir à l'opinion publique, que Kigali, en lui seul, plus de 14 groupes rebelles que Kigali paye, qui exploitent le minerai. Et je vous rassure, je le dis en toute responsabilité, qu'il y a des Américains qui entrent dans les petits porteurs, qui font les Kivu. J'ai un compatriote, un nationaliste, qui est piloté, qui a mené des militaires américains de Gisenyi, de Kigali, vers le Congo. Et ils viennent avec des hélicoptères, ils exploitent les minéraux qu'ils repartent avec. Et j'ai dit qu'il y a une faiblesse au niveau de l'État. La faiblesse a commencé avec nous, bien que nous souhaiterions à l'époque qu'il y ait un mur entre Kigali et Kinshasa. Mais le président Kabila s'est battu, peut-être seul sans l'opposition, et nous avons réduit tout ce qu'il y avait comme fraude sur le plan, par exemple, des matières comme les diamants. On avait réduit, puisque les diamants, principalement c'est le Kassai qui produit les diamants, bien qu'une partie du sud du Nord Kivu produira encore les diamants. Et l'exploitation des diamants a amené plusieurs milliers de dollars au trésor public. Mais là où le problème se pose, jusqu'à aujourd'hui, et c'est là que nous pensions que c'est lui qui disait qu'il pouvait faire donc la lutte contre les méthodes mercantilistes que nous connaissons, à le faire, il n'a pas fait. Lui-même, on cite même les membres de sa famille, on cite même ses enfants. Avant de donner la parole à Nathan, si je comprends bien, il y a quand même quelques mécanismes de sécurisation de nos minéraux qui ont été mis en place par Kabila et qui ont été négligés par Félix Tshisekedi. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de discussion sur la question. La CIRGEL a eu à mettre un plan pour sécuriser nos minéraux qui quittent le Congo pour l'extérieur. Et la plupart des minéraux ne pouvaient accéder à la bourse ou dans un marché international qu'avec un certificat bien signé par l'État congolais. Quand Tshisekedi arrive maintenant, lui à son niveau, qu'est-ce qu'il fait? Bon, apparemment, il ne fait absolument rien. Puisque donc, dans tous les domaines, Tshisekedi ne fait toujours rien. Je dis, apparemment, il ne fait absolument rien. On a cité son frère Christian qui serait dans les mines. On a cité son beau-frère, le jeune frère à sa femme, et même dans les diamants. Adressez-vous à votre micro. Soulevez votre micro. Oui, le micro est soulevé. Très bien. OK. Et donc, on cite énormément et régulièrement les membres de la famille présidentielle.
même les conflits qu'on croit être des conflits purement politiques et d'organisation de compétences entre M. Kabundi et Kabundi, Jean-Marc et la famille présidentielle, c'est un problème des minéraux. Non, ça on a déformé les noms, c'est M. Kabundi. Attendez, c'est très important. Vous savez, les gens vous aiment par votre savoir parler franchise. Quand vous dites le nom a été déformé par qui et pourquoi? Quelle a été l'intention? Bon, je crois que c'est ce que même l'UDPS a relevé lors de la conférence ou l'activité qui a poussé M. Jean-Marc à la portée, qu'il avait déformé son nom, comme il y avait l'Ngouza Karlibond, et lui, au lieu de mettre Kabundi, il va enlever le I pour pouvoir rester avec un nom qui ressemblerait au nom katangais. C'est un peu cela que nous avons entendu. Et il n'y a pas eu un discours contraire à celui qui a été donné. Oh, il est kassaïen, comme moi. Il est kassaïen. Et donc, au Kasaï, des noms où il n'y a pas de I à la fin n'existent pas. Donc c'est Kabundi et je crois qu'il doit assumer son nom. Alors le reste là, c'est le débat qui appartiendrait à ceux qui les suivent. Et donc le débat qui avait existé, vous savez que l'UDPS comme parti politique a délégué des ministres au gouvernement. Et des membres sont connus comme étant des personnes qui ont été parrainées par Jean-Marc. On cite le vice-premier ministre Daniel Asselo et on cite aussi Madame Samba, la ministre des Mines. Et puis la ministre des Mines a été plusieurs fois citée depuis qu'elle est venue. Dans tous les coups là, vous apprenez que son nom y apparaît. Même au cadastre minier, il y a eu des problèmes. Mais la dame. Même les fonds des générations futures, on a nommé récemment. On voudrait quand même, quand dans un pays à conflit des minéraux, de matières premières, si vous voulez mettre un ministre de mines, que ce soit par critères, quels sont les critères qui ont concouru à la nomination de la dame? Bon, mais les critères aujourd'hui, c'est connu. C'est quoi? Les critères donc dans l'UDPS famille, c'est la famille, c'est tout. Donc la dame est membre de la famille présidentielle. Je n'espère pas vous assurer cela, mais les critères, c'est ces critères-là que nous connaissons. Il n'y a pas d'autres critères. Parce que plus de 90% des ordonnances, vous entendez toujours les Ilunga, les Kazadi. Parce que la dame a prouvé l'incompétence. Elle est citée dans tous les dossiers, mais c'est comme si le président est indifférent sur ces dossiers. Mais le président, dans tous les discours, il nous parle toujours de la sécurisation de nos minéraux. Mais la dame qu'elle a mis à la tête du ministère de la dame vient du secrétariat général des affaires foncières où elle était chef de division. Oh, attendez, chef de division aux affaires foncières. Mais excusez, mines. Elle a été ministre des Mines. Oui. Maintenant, jusqu'à devenir ministre. Oui, ça? On l'a recrutée, on a fait de lui ministre. Et c'est elle-même, la dame, qui a créé des problèmes à son ancien CG et il plaçant un autre secrétaire général, je crois, qui travaillerait du côté de Mamayemo. Et c'est elle-même qui est en train de faire tout. Pour tout ce que vous entendez comme conflit présentement sur le terrain, où il y a des agents qui disent qu'il faut chasser les autres, il y a les autres qui disent nous maintenons les compatriotes. Tout ce conflit, c'est une émanation propre de Madame la ministre des Mines. Même si je sais qu'elle n'acceptera jamais de faire face à face avec moi, mais même si elle venait ici, je suis prêt à donner des données, permettez cela, des éléments qui pourront la mettre en difficulté. Et je ne crois pas qu'elle prendra le risque pour répondre à vos questions qui sont tout à fait difficiles à gérer par un invité. Au nom de l'éthique politique, mais comme membre du gouvernement, cette coiffure avec des diamants dans la tête, c'est comme ça qu'elle siège dans le conseil des ministres bien avant, ça n'existait pas. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les ressources, c'est l'argent. Elle met des diamants, elle coiffe des modèles comme une petite fille. Mais c'est quoi le problème? Et puis le président est indifférent avec ce genre de choses. Moi, je ne sais pas. Je crois que le président serait content de voir cela. Sinon, il allait demander que Madame se coiffe normalement. Nous ne sommes pas en Europe où les gens se permettent n'importe quoi. Nous avons nos valeurs africaines. Et puis le gouvernement de la République. Voilà. C'est comme ça qu'elle va représenter le gouvernement ailleurs. Elle a déjà été ailleurs. Elle continue à bénéficier de la confiance et de M. Chilombo et du Premier ministre. Donc le président est content.
J'espère, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret mais de son c'est son très comportement. visible parce qu'il est en Mais train de sinon, il cautionner allait lui coiffure. demander, même en demandant à son Premier ministre, de pouvoir la ramener à l'ordre. Mais si on laisse passer cela, c'est-à-dire on accepte, Tantôt, on aime elle met cela. un peu du frisage ici, elle met des diamants derrière, parfois elle dessine les dollars derrière ici. Oui, mais puisque maintenant elle en touche beaucoup, peut-être c'est la raison pour laquelle elle voudrait prouver au monde qu'elle est millionnaire. Bon, on ne sait pas aussi qui recommande cette coiffure, hein, parce qu'il y a une autre dimension. Moi, je ne vois pas. Entrer. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas d'autres dimensions. Ça, c'est. Vous savez, dans la vie, quand on traverse les étapes, on saute d'autres étapes pour atteindre la plus grande étape. Si on n'a pas les sens très élevés, on peut arriver, on peut succomber, on peut faire tout ce qu'on fait. C'est cela que nous vivons. Et certains ont même dit que c'est la ministre la plus médiocre de tous les ministres de mines que le Congo a connu. Bon, puisqu'il y a trop de problèmes, cela peut être une hypothèse exploitable. Très bien. Merci beaucoup. Benoît Yolama. Nathan Kianza. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Alors, Benoît Yolama, la problématique sur la fuite de minerais, nous en avions parlé depuis l'époque de Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que la MONUSCO favorise la fuite de minerais de la RDC. Alors, est-ce que le président Tshisekedi n'est pas victime de la mégestion de Joseph Kabila? Et aujourd'hui, voilà, il hérite de tout ce problème de la part de Joseph Kabila. Au contraire, je vous dirais non, puisque quand le président Kabila avait demandé que la MONUSCO quitte le Congo, le premier parti à avoir soutenu la MONUSCO et à avoir fait des déclarations sur la place publique est l'UDPS. Et principalement, c'est M. Tshilombo Tshisekedi lui-même. Et je peux peut-être faire une parenthèse pour vous expliquer le mécanisme. Comment la MONUSCO arrive à sortir les minerais du Congo vers l'extérieur. Je suis arrivé au Bazuele, à Bouta. On a arrêté par le FDLR et un Congolais qu'on a exploité pendant autant d'années comme un cuisinier. Et ce garçon a été récupéré. On l'a ramené à Bouto, je me trouvais en 2012. Et quand on a ramené le gars, nous avons échangé. Le gars va me dire, écoutez, chef, nous, c'est lui qui nous donne des valises satellitaires. C'est un monsieur qui vient dans un avion qu'on écrit 1. Le 1, là, c'est le 1 de la MONUSCO. Lui ne sait pas décoder. Le 1 là, c'est le 1 de la MONUSCO, mais codé. Non, Parce lui ne connaît pas, que c'est la MONUSCO. Mais il voit un avion à la couleur blanche qui atterrit, unité nationale et tout ça. Lui ne sait pas ça. Il ne connaît pas que c'est les Nations Unies. Mais lui voit seulement un. Il considère que l'avion qui atterrit régulièrement ici chez nous, avec un, c'est l'avion de la MONUSCO. Monsieur Benoît Yolama, vous avez dit... Je voudrais terminer. C'est très, très capital. Et cet avion, lorsqu'il atterrit, il amène armes, munitions et des valises satellitaires qu'exploitent les forces dites négatives aujourd'hui. Et quand cet avion repart avec le minerai, sans oublier des cas où, vers Ituri, on a arrêté de blender de la MONUSCO avec des minéraux. Vers le Rwanda, on a arrêté encore de véhicules de la MONUSCO avec des minéraux. C'est pas la première fois, mais aussi la présence de certains Occidentaux, des Indiens, des Libanais qui s'associent dans ce pillage et qui ramènent le minerai acquis du côté de l'Est, c'est vers Kagame. Mais la question la plus importante que peut-être vous voulez poser, c'est sur la fuite de ce qu'on appelle aujourd'hui les minéraux à grand ténèr, ce qu'on appelle naturellement uranium. Mais cette affaire, si aujourd'hui le Conseil spécial est interpellé, moi je ne crois pas qu'il y ait un coup d'État. Mais c'est plutôt la présence... On va revenir, c'est sur ça qu'on va terminer l'émission. Allez-y, vous aviez... je ne voudrais même pas que vous puissiez anticiper parce que c'est tout un dossier qui est prévu. Alors, Benoît Yolama, vous aviez évoqué sur ce plateau l'incompétence de la ministre de Mines et vous avez dit que vous avez beaucoup de dossiers, beaucoup de données, en ce qui la concerne. Alors, selon vous, quelles sont les données que vous pouvez ici étaler pour que l'on puisse savoir, pour qu'on puisse comprendre l'incompétence que vous avez évoquée de la ministre de Mines? Oui, il y a plusieurs dossiers. Et si nous entrons dossier par dossier, ça va nous prendre du temps. Je sais qu'il faudrait peut-être que nous ayons 2-3 émissions. Donc une globale, on sait que je peux amener toute une liste de problèmes que madame est en train de poser aujourd'hui à l'administration des mines. Merci beaucoup. Et d'abord, le fait d'avoir chassé l'ancien secrétaire général des mines a créé une tension sociale au niveau de l'administration des mines.
plusieurs personnalités ont été soit suspendues, soit renvoyées par Madame la ministre. C'est-à-dire tous ceux qui avaient une certaine importance administrative par rapport à sa personne sont gênés, sont obligés de pouvoir vivre dans des conditions, en tout cas, pas celles qu'ils vivaient avant, mais ces personnes sont obligées de vivre une nouvelle dynamique de la souffrance. C'est ce qui crée la tension au niveau de l'administration. Deuxièmement, Madame a nommé un certain nombre de gens. Madame a supprimé des commissions qui existaient depuis longtemps, des contrôles des sorties de minerais. Et Madame a occasionné l'entrée des particuliers dans le domaine de l'exploitation de minerais. On a cité le vice-président de l'Assemblée nationale qui a maintenant même tout un dépôt ou un entrepôt de minerais dans le Katanga. Alors qu'il est censé ne pas faire le commerce. La loi lui interdit cela. Il paraît que plus de 26 000 tonnes ont été interceptées. La loi lui interdit de faire le commerce. Et lorsque lui se trouve là, c'est-à-dire il le fait à complicité avec la dame qui lui-même a délégué au gouvernement. Merci. C'est ce que nous vivons. Et s'il faut que j'aille jusqu'au fond, Madame a facilité plusieurs personnalités qui sont devenues aujourd'hui des hommes et des femmes d'affaires. Même la fameuse inspection générale des finances. Si vous posez la question à ces messieurs de vous dire comment les comptes de tous ces gens sont ravitaillés, je sais qu'il ne vous répondra pas. Parce qu'il est en train de protéger son gâteau. S'il ose le faire, je sais qu'il ne fera pas 48 ans, on va le chasser de son poste à l'inspection de finances. Une partie de vérité à retenir. Bienvenue à Jean Goubal, il vient d'arriver dans nos installations, il est là, on va le recevoir tout à l'heure. Avec lui, l'éthique Otak va continuer, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Bienvenue à lui pour la première fois, il vient d'entrer si facilement à notre bâtiment. Benoît Yolama, nous sommes avec vous. Le deuxième sujet, c'est l'arrestation, les arrestations en cascade. Vous avez appris, j'ai introduit ici le sujet comme en faisant partie des questions relevant de mines. Toute personne qui quitte aux côtés de Félix Tshisekedi dit ce sont les minéraux. Tel s'en va, non parce qu'il a eu des minéraux. Tel s'en va parce qu'il a gêné les minéraux du président. Parce que le président a géré ses minéraux. Bon, c'est comme si, dans ces régimes-là, le peuple n'a plus son compte, le compte est plus réservé aux dignitaires. Et Dieu aidant, on sait dans quelle manière il se brouille de temps en temps. Mais la question qu'on vous pose, dossier François Béat, une partie des vérités de Benoît Yolama que vous gardez sur le dossier, c'est lequel? Oui, d'abord je déplore la manière qu'on a exploité le conseil spécial Béat, l'exposa comme un petit voleur. Un petit voleur. Et M. Tshilombo Tshisekedi oublie que ceux qui ont tué Mouzé sont libres aujourd'hui. Il les a libérés. Il ne s'est pas gêné. Mais aujourd'hui, on veut faire croire au monde entier que Béat est le diable. Cela n'est pas acceptable. C'est un professionnel de service de sécurité. Et sur le plan de la compétence, ce n'est pas la NER qui doit les juger. S'il y a des éléments probants qui pourraient le mettre en difficulté, on aurait demandé au parquet général de la République. Et après la Cour de cassation aujourd'hui, puisque la notion générale n'est qu'aujourd'hui relative, on aurait demandé... Il est reproché d'un coup d'État raté. Je ne crois pas, puisque d'abord M. Béat, bien qu'il soit un spécialiste des renseignements, c'est un civil. Il est un civil. Et pour arriver à prendre le contrôle de la RTNC, le contrôle de l'aéroport d'Ndjili, le contrôle du palais de la Nation et probablement du Kanchachi, vous devez avoir des ramifications au sein des services militaires. Sans cela, vous ne pouvez pas monter un coup d'État. Et les numéros orange de 4089 qu'on a balancé dans un document, dans une réquisition de M. Lager de l'année, c'est un numéro qui ne fonctionne plus depuis des années. Et j'ai vérifié cela. Alors, un coup d'État. Attendez. Oui. C'est par quel mécanisme vous arrivez à vérifier cela? Mais moi, je fais la politique et je dois m'informer. Vous voulez que je fasse quoi? Très bien. Je fais la politique. Et la politique sans information, sans la sécurité, vous ne ferez absolument rien. Mais quand vous regardez de quelle manière les dignitaires sont traités, on a parlé ici des traitements qu'on a réservés à Pascal Niembo. Vous avez vu des gens qui détiennent quand même une intelligence pour notre pays, qui pouvaient servir Félix Tshisekedi à certaines expertises, ont été traités de la manière que vous connaissez. On parle de François Béat, au-delà de ce qu'on lui reprocherait. On parle de Kalev, on parle de John Numbi, on parle... Tous ces gens-là, c'est comme si il y a des manières d'analyser, d'une part,
ce genre-là constitue un obstacle pour Félix Tshisekedi, c'est un danger permanent. Ou d'une autre part, Félix Tshisekedi n'aime pas travailler avec les gens intelligents. Quelle est votre lecture? Bon, dire qu'il n'aime pas travailler avec les gens intelligents, peut-être que ce sera trop dur. Mais vous savez, pour arriver à préparer, comme j'ai causé avec un ami, je lui disais, pour savoir bien préparer les légumes, les pondous ou les tangaouis, vous devez avoir déjà été à côté de quelqu'un qui le fait. Le président Chilombo n'a jamais géré même un petit quartier. Attendez. Il n'a jamais géré même un petit quartier. C'est-à-dire quoi? Il n'a jamais été aux affaires. Mais il était en Europe, vous ne savez pas ce qu'il faisait en Europe ne dit pas qu'on a géré les affaires de l'État. Non, il pouvait avoir quelque chose qui il n'a jamais géré les affaires de l'État. Je le dis en toute responsabilité. Il pouvait être bourgmestre. Il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Mais il pouvait avoir ses entreprises privées. Mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise privée par rapport aux intérêts de l'État? On vous parle de la microéconomie et on vous parle de la macroéconomie. Vous passez sans avoir géré une structure de l'État, on vous prenez les commandes d'une structure de l'État et vous commencez à gêner tout ce qui peut venir. Mais Kabila avait géré l'État depuis... Mais le Kabila a géré... Il était le chef d'état-major des forces terrestres pendant autant de presque 3 ans. Mais Félix Tshisekedi était le secrétaire général adjoint en charge des affaires extérieures de Mais ça, c'est une structure privée qui n'a rien à voir avec l'État. Qui n'a rien à voir avec l'État. La preuve la plus éloquente, c'est qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Il ne sait pas ce qu'il fait. Même sur le peuple d'abord, c'est le vôtre d'abord. Les minéraux d'abord. Ils s'enrichissent de manière avec une vitesse exponentielle, incroyable. Tous les jours, c'est des millions. 12 millions, 15 millions, 30 millions, 360 millions. Même Jeune Afrique a fait des articles sur ça. Ça, c'est simplement au Congo. Et lorsqu'on dit qu'on fait la lutte contre la corruption, mais est-ce qu'un corrupteur peut arrêter un corrompu et des ramifications du corrupteur? Ça ne peut pas se faire. Parce que la corruption, c'est un système qu'on crée pour prendre les ressources de l'État. Très bien. Et lorsque le président de la République, qui est censé défendre les intérêts des Congolais, arrive sur la place publique avec vos confrères de France 24 pour dire que les 15 millions qu'ils avaient obtenus à l'époque, c'est une rétrocommission. C'est extrêmement grave. Et de bonnes sources, on nous dit que la cagnotte de 15 millions, ce serait partagé entre lui, le président de la République, son épouse, une maman que j'étais le nom, pour respect à sa personne, le conseil spécial, je voudrais terminer, le conseil spécial qu'on poursuit aujourd'hui, est Vital Kamerhe. C'est comme ça que l'argent était partagé. Vous citez la première institution de la République, mais une dame... Mais puisqu'il a le devoir de nous rendre compte. Mais la première dame n'a aucun problème. Mais il n'a aucun problème avec l'État, il n'a rien à voir avec l'État. Pourquoi vous la citez? C'est pas nécessaire. Très bien. Oui. Alors, Nathan Kiaza vous poser une question parce que on doit terminer avec le dernier virage de notre dernière partie en Lingala. On lui donne des tic au tac et puis on en termine. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Monsieur Benoît Yola nous dit qu'il doute de ces tentatives de ce prétendu coup d'État, alors que le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema, hier sous les antennes de la chaîne nationale, a dit qu'il y a des indices sérieux d'atteinte à la sécurité nationale après justement l'arrestation du conseiller du chef de l'État en matière de la sécurité. Comment vous justifiez vos propos alors que la personne habilitée qui est le porte-parole du chef de l'État nous a parlé de ce qui constitue ce prétendu coup d'État. Alors comment vous justifiez vos propos? Parce que vous avez dit ici sur ce plateau que c'est pas vrai, c'est un coup monté, ce n'est pas une réalité, c'est que les autres évoquent sur le coup d'État. Et d'abord, M. Mwema Yamba, qui était un des brillants journalistes de la Radio France Internationale, a manqué de quoi dire à l'opinion publique congolaise. Il est censé, j'en arrive, il est censé être le porte-parole du président de la République et non de la présidence. De deux, il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Il s'est donné le luxe de pouvoir parler et de finir vers la fin en disant que le gouvernement pourra compléter d'autres détails. Ça ne se dit pas dans le langage politique. Ce qu'il a fait, c'est de l'anarchie. Et c'est tout part de cette anarchie-là. On gère l'État dans l'anarchie, dans la tricherie. On viola les textes de loi du pays et on se dit, on est en train de défendre la République. Alors, s'il y aurait un coup d'État, on suppose, on ne peut pas préparer un coup d'État pendant 4 ans. Nulle part au monde.
S'il y avait souci que le président Tshilombo soit renversé, il n'aurait pas fait 2 ans au pouvoir. Il serait déjà renversé. Puisque les militaires sont mal payés, il avait promis de donner aux militaires l'argent pour payer des jeeps, de construire des maisons. Il n'en a fait, il changeait aucunement rien jusqu'à aujourd'hui. Il a promis et les policiers et les militaires qu'il va donner de l'argent, $500 de salaire, tout ce que nous avons comme vidéo. Il n'a rien fait. Et ces militaires entendent tous les jours 30 millions, 50 millions, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Rien n'a été fait. Puisque chez nous, la culture du coup d'État, en tout cas, n'est pas permanente. Sinon, il ne serait plus aux affaires. Et quand il dit on a tenté, écoutez, on vous présente la guerre entre M. Bichelele et M. Beya. Ce sont des cas qui sont patents. Et on cite M. Christian, que le jeune frère du président de la République, qui sera impliqué dans l'opération de sortie des conteneurs de minerais. Et parmi les minerais, on cite aussi de l'uranium. Et ce sont, semble-t-il, les services de sécurité extérieure qui annoncent, qui lui informent que bon, chez vous, les minerais, l'uranium sont partis vers l'Iran. C'est ça le gros problème. Il faut sacrifier des gens. Et M. Beya, un témoin gênant maintenant au niveau de la cour, ceux qui sont venus de l'extérieur contre ceux qui sont au Congo, mais Beya n'est pas l'homme de M. Kabila, comme on voudrait faire croire l'opinion publique. Beya, c'est un agent, un cadre du service de sécurité formé industriel. Et je connais certains de ses collègues qui sont aussi mes anciens collègues dans d'autres structures de la République. Donc on ne peut pas aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est une des grosses erreurs de prendre un conseil spécial et de l'envoyer chez un subalterne. La personne qui dirige, jusque-là, il est encore conseil spécial, il n'est pas encore parti. Il n'y a aucune ordonnance qui a officiellement démis de ses fonctions, bien qu'il y ait un intérimaire. Donc il faudrait que nous, en tout cas, que le président Tshilombo Tshisekedi cultive la notion de l'État. L'État, c'est pas, on ne gère pas l'État avec des émotions. Il va cultiver la notion de l'État. Il ne l'a pas cultivé. À la fin du mandat ou... Mais s'il avait déjà géré par le passé, il le ferait. Mais il n'a pas géré par le passé. Merci. Il n'a géré que des affaires où papa prend le téléphone et vas-y, rencontrer Kagame au Canada. Vous rencontrez Kagame, vous dites non, et je suis déjà chargé des affaires et étrangers du parti. C'est cela que nous avons connu. Nous souhaitons qu'il y ait un président qui sait contacter, respecter l'administration et qui prend en compte les intérêts de tous les Congolais. Mais lorsque le président ne le fait pas et que chaque jour nous entendions des détournements, des vols, rames, le président n'en parlait pas. Mais un président qui aime son pays devait commencer par là. Donc certains sont en train de fuir déjà des téléphones G3, G4, puisqu'à chaque occasion, surtout avec Vodacom, vous n'aurez absolument rien à votre téléphone. Merci. C'est cela que nous vivons. Merci. Mais moi j'estime, pour peut-être, je ne sais pas si ce sera la dernière partie, c'est que l'aventure qui est en train d'être aujourd'hui, c'est une comédie qu'on est en train d'imposer à la République. On n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin de vivre très bien, de manger, de boire. Ce n'est pas à tout moment, avec l'ancien journal du Demiap et Kaimbi, un coup d'État. On prend l'ancien patron de l'année, Kalev, coup d'État, finalement. Où on vous dit, c'est le parti présidentiel qui vous dit que la DGM lui a transmis des données des voyages de Kalev. Cela ne peut se faire qu'au Congo. Or, le parti comme fait privé doit rester en dehors de la gestion réelle des affaires de l'État. Et nous allons nous occuper, rien que du président et du membre du gouvernement, que de nous occuper d'un parti qui est déjà mourant. Aujourd'hui, l'UDPS n'existera plus. Et rassurez-vous que ceux qui ont rejoint... Je suis en train de dire des choses vraies, qui sont vérifiables. Ceux qui sont aujourd'hui en train d'arriver dans l'union sacrée, sucrée, pas même sacrée, sont des gens qui ont été dans le FCC, qui n'avaient que pour ennemi le PPRD. Et ils vont le faire. Ils vont les pousser à entrer dans la distraction. Et ils sont certainement dans la distraction. Et à la fin, on va considérer que le parti n'a pas suffisamment installé à travers le territoire national. Et s'il faut aller aux élections, le président ne comptera pas sur le parti. Il ne va compter que sur la Cour constitutionnelle qu'il a placée en violation des textes des lois. Il va compter sur la CENI qu'il a placée aussi en violation des lois avec des professeurs moyennement, professeurs comme le Sissembata, qu'on l'appellerait, je ne sais pas, qui confondent la notion de la parité en professeur d'université. C'est que nous avions connu aux années 90 avec ce professeur qui était et John Pengue. Il faut dire ce que nous avions connu aux années 2010, 2011, 2014, du temps de Kabila. Non, mais nous n'avons rien connu. Au contraire, avec le président Kabila, il y a eu un consensus. Il y a eu des Nyabirungu, il y a eu des Bochab, il y a eu des
des Mova, il y a eu des Némi, mais vous avez besoin que vraiment les professeurs de Kabila commencent à donner des leçons aux professeurs de Tshisekedi. C'est la même chose, non? Et il y a une différence. C'est quoi la différence? Pour terminer Les par livres là. d'Évariste Bochabe a plus de 510 pages. Et tout celui qui a fait le droit, en dehors du droit public interne, tout celui qui a lu cet ouvrage va vous dire que c'est le premier ouvrage, à part les écrits de Fedje Lepengue, qui a brossé le droit constitutionnel dans sa totalité. Je l'ai avec moi, et à chaque occasion, je l'ai lu. J'ai des cours de droit constitutionnel français, parce que je suis en train de mener des études là-dessus. Sur la laïcité face aux conquêtes politico-religieuses. Et donc, j'étudie tout cela. Et tandis que Mbata, son collègue, écrit un livre de plus de 500 pages, il va faire 2 pages d'un journal, il dit il a réagi à une publication de son collègue. Et lorsqu'on lui pose la question sur la notion de la parité, vous avez entendu votre ancien concert qu'il a mis en difficulté et dans une radio de la place, il n'arrive pas à expliquer la parité, s'il faut le dire, c'est 50-50, c'est ça la parité, c'est la moitié. Mais lui vous dit, lorsqu'on prend les gens des mêmes cas, pour lui c'est la parité. Voilà l'image qu'on présente de ce professeur. C'est ça l'image de ce professeur. Et il a été quelque part sur le plateau, quand il m'a vu le répartir, et j'ai demandé qu'on la mette sur le plateau. Et que je lui démontre ce que moi je connaissais. Donc vous aviez un débat, il vous a vu. Il m'a trouvé les ressorties. Appelez-les ici qui viennent. Je suis là. Très bien. Merci beaucoup. On va organiser un débat dessus, mesdames, messieurs. L'émission est au dernier virage. Avec lui, apparemment, il a un petit problème de lingala. On va rester dans le français. C'est Jean Goubal qui brosse bien les lingala. Avec lui, on va rester sur la production parlementaire, la qualité de la législation en République démocratique du Congo, le défaut du député congolais. Ça, c'est des problèmes que nous allons évoquer tout à l'heure avec beaucoup plus de lingala. Benoît Yolama était face au peuple. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Ici à Kinshasa, en province, à l'étranger, vous nous suivez à travers nos plateformes de diffusion. Merci de votre sympathique attention, mesdames, messieurs. Votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme est disposée à vous servir en temps utile. Benoît Yolama, l'air est au tic-au-tac. Vous souscrivez combien de questions sur 10? Généralement, c'est 10 questions. Vous souscrivez combien? Je répondrai. Merci. J'aime bien parce que vous êtes un kabiliste qui s'engage et qui s'assume. Alors, le tic-au-tac, s'il y a une règle, on vous pose la question, vous répondez. Je répondrai. Très bien. Benoît Yolama, face à la caméra. Est-ce que le président Tshisekedi lui-même est à la base de l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC? Il semble être à la base. Il n'y a aucune sanction. Merci. Et c'est lui qui est censé non, ici régler... c'est du tic-au-tac. C'est une question-réponse. Il est là ou pas? Il doit être là. Il doit être là. Deuxième question. Entre Kabila et Tshisekedi, qui a le plus volé les minéraux du Congo? C'est le camp Tshisekedi. Et Tshisekedi lui-même est comme patron. Pardon? C'est le camp Tshisekedi et Tshisekedi lui-même comme patron de cette architecture que nous avons aujourd'hui. Très bien. Troisième question. S'il y a une partie de la gestion à laquelle Tshisekedi a échoué lamentablement, pour laquelle je parle de la partie, il ne peut plus compter sur la confiance du peuple congolais. Ça doit être dans quel secteur? Sur le social. Sur le social. Quatrième question. Monsieur Benoît Yolama. Je suis là. De 2006, comme législature, 2011, 2018, quel est le cycle qui a eu plus d'irrégularités? Sur le cycle actuel. Cycle actuel, 2018. Entre Martin Fayou et Félix Tshisekedi, qui a été réellement élu et qui a été réellement proclamé. Légalement, c'est Tshisekedi Tshilombo. Et sociologiquement? Je ne suis pas dans la sociologie. Je suis dans le droit, dans la légalité. À quel niveau il y a eu tricherie des élections en 2018? Je ne sais pas s'il faut donner des explications, mais la tricherie, elle fait partie de la donnée électorale à travers le monde. Même aux États-Unis, on triche. Très bien. Ouf! Monsieur Benoît Yolama. Est-ce que le peuple congolais peut encore compter sur Félix Tshisekedi ou non? Non.
Non. Est-ce que le peuple peut encore compter sur Kabila ou non? Oui. Oui. Entre Kabila et Tshisekedi, si on allait aux élections aujourd'hui, qui peut battre l'autre? Kabila. Kabila. Qui a le plus de compétences que l'autre? Kabila. Kabila. Qui a le plus étudié que l'autre? Kabila. Kabila. Qui a le plus d'expérience que l'autre? Kabila. Kabila. Qui a volé le pouvoir du peuple que l'autre? C'est une question très compliquée. Je ne sais pas si, en termes de volet, je ne sais pas si on peut parler du volet. Mais je crois que... Merci, la théorie est terminée. Merci beaucoup. Nata Kianza. Terminez la question, on doit conclure l'émission. Benoît Hulama. C'est un homme franc, hein, j'aime beaucoup. Oui ou non, vous regrettez de n'avoir pas été récompensé par Joseph Kabila? Ça ne me dit absolument rien. Benoît Hulama. Est-ce que Joseph Kabila sera candidat en 2023? Ça dépend de lui. Merci beaucoup. Merci. Benoît Yolama. Pourquoi Chadari n'a pas été élu en 2018? Il y a des réalités internes et internes qui ont fait que Chadari ne soit pas élu. Qu'est-ce qui a fait que Chadari ne soit pas élu? Vous êtes face au peuple aujourd'hui. Ils sont milliers. Nous estimons que la campagne n'a pas été à la hauteur. Est-ce que le choix de Joseph Kabila sur Chadari est un choix judicieux ou un choix... Absolument judicieux. Absolument judicieux. S'il faut, on te pose toi, Benoît Yolama, la question. En dehors de Chadari qui avait déjà échoué, Kabila ne peut plus être candidat en 2023. Vous pouvez choisir un cadre que vous trouvez rationnel, modéré, charismatique, rassembleur au sein de votre famille politique. Les FCC, ça peut être qui? Je prends Maman Olive. Maman Olive est du FCC? Maman Olive est d'office membre du PPRD. Je dis, est-ce qu'elle est du FCC? Non, pas le FCC, c'est le PPRD qui parlé présente les du candidats. FCC. Au niveau du FCC, il y a des gens qui sont intègres. Citez-moi un. Je peux citer M. Chibanda. Raymond Chibanda. Très Si. bien. Merci. Monsieur Bouna, c'est la dernière question que je vous pose. Entre Fayoulou, Kabila, Tshisekedi, quel est l'homme sur qui le peuple peut placer sa confiance? Kabila. C'est Kabila. Entre les deux qui restent, Kabila et Tshisekedi, Kabila et Fayoulou, quel est l'homme intègre? C'est Kabila. Non, j'ai dit entre Tshisekedi et Fayoulou maintenant, les deux qui restent. Ah. L'homme intègre. L'homme intègre, Fayoulou n'a pas encore géré les affaires de l'État. Bon, l'homme sur qui le peuple peut compter. Ouais, mais je crois qu'on peut faire confiance à Fayoulou. À Fayoulou. Oui. Depuis que Félix Tshisekedi, c'est la dernière question, depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays, quelle est la réalisation aujourd'hui qui est positive, qui a attiré votre attention? Je crois que c'est la qualification de Léopard. Au second, tout est... Et en plus de ça, les sauts des moutons, c'est fini. Très bien. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention, votre particularité. Votre émission est là pour vous servir. Benoît Yolama, mot de la fin pour nous séparer. Le mot de la fin, c'est que je demande qu'on arrête la comédie en ce qui concerne les arrestations et qu'on libère le député national, M. José, qui a été arrêté. José Moufoula. Il n'est pas rebelle, il n'est pas en connivence avec les forces négatives. Il a fait son travail, il a travaillé pour la paix. Qu'on les libère à aucun moment. C'est un ancien Kadougou. Il est enseignant d'université, chef de travaux à l'université pédagogique nationale. Il n'a aucun intérêt d'être dans les groupes armés. Il est à Kinshasa, il fait des va-et-vient. Ce n'est pas la première fois. Donc, puisqu'il a dénoncé le comportement des militaires qui sont aussi impliqués dans le trafic des minéraux à l'Est, c'est simplement cela qui lui coûte aujourd'hui. Mais ils n'auront aucune preuve pour présenter devant les juges. Et si les juges les condamnaient, et même le cas Cambéré,
Kambere a été arrêté pour cause et blessures volontaires, mais pour que le ministère public se saisisse, généralement, chez nous, il faut qu'il y ait un plaignant. Mais le plaignant avait retiré déjà sa plainte. Oui, mais le dossier était en fixation. Mais on a fixé, mais à chaque occasion qu'il y a audience, soit le magistrat n'est pas là. Mais d'abord, vous reconnaissez que vous, au PPRD, il y a un moment où vous êtes fautif parce que Kambere est fautif, le dossier n'est pas avec Tshisekedi. Vous savez, il n'y a pas que Kambere. On a piégé, il n'y a pas longtemps, Maître Pati Joseph Lendo, puisqu'il est candidat gouverneur du Congo central. On l'a appelé à l'hôtel du Fleuve, après on l'arrêtait, on n'enlève pas les éléments du général Ilondo de la 14e région militaire. Vous ne me direz pas que ce compatriote est parti voler. Et lorsqu'on appelle le camarade Kambere, c'est le même scénario. On vous appelle, venez à tel endroit, il arrive, on le piège. Malheureusement, ce qui lui est arrivé, mais il ne pouvait pas se rendre là. C'est toujours venir prendre l'invitation, après, directement, vous créez un événement. Cela ne va pas avantager M. Tshilombo. Et tous ceux qui sont en train de poser comme acteurs, tous ces pays ici bas. Merci. Ils le payeront. Et donc, il faudrait qu'il y ait de la modération. Il faudrait qu'il y ait la discussion pour la remise en question de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Puisque si nous partons aux élections avec les modèles Tshilombo, en tout cas, qu'on ne dise pas demain, puisqu'on va commencer à chercher des sorciers, des gens qui vont monter des coups d'État pour qu'on justifie l'existence de M. Tshilombo en 2023. Il n'a rien fait. Le bilan est chaotique, totalement zéro. Merci. Et donc, il faut requalifier cette attitude, ce comportement. Il faut de la modération pour que nous ayons aux élections. Et Kabila l'a fait. En 2016, on devait avoir des élections, mais en 2014, Kabila avait laissé les pouvoirs à l'opposition. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais aller avec une arrogance, un discours arrogant, avec des menaces, les arrestations, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons risqué l'époque de Mobutu et nous serons prêts à risquer à l'époque de Kabila. On a risqué aussi à l'époque de Kabila. Personnellement, je l'ai risqué. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Nathan Kianza d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup, Louis-France Kousekessa, et merci aussi au kabiliste Benoît Uelama qui a été juste dans toutes ses réponses. J'ai beaucoup aimé la partie de la vérité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va recevoir les hommes de vérité. Alors, merci à toute l'équipe technique. Merci à Glodine Zita. Merci à Joël Boutandou. Merci à Azer Temo. Merci à Joël Mouka. Vous êtes nombreux à l'équipe technique. Merci à Andrea Nzola Messo. Merci à monsieur Kabou et à l'homme qui n'a pas de poste, non. Alors, les rendez-vous, c'est juste après une transition de 3 minutes. On y revient ici avec une nouvelle cravate, bien entendu. Il faut changer de cravate pour que nous puissions recevoir Jean Balkala. À très bientôt. Merci.